Vous leur avez rendu à vos parents, vous dites, une toute petite partie qu'ils vous ont donnée quand vous êtes né. Vous êtes né le 26 janvier 1943. Votre père Jean est frigoriste dans une société d'appareillage mécanique. Votre mère Raymonde est aide-soignante puis femme au foyer. Vous avez un frère, Jean-Claude, cadet de 4 ans. Et vous vivez donc dans un appartement de 20 mètres carrés, sans salle de bain, avec des toilettes communes à tout l'immeuble, au fond d'une cour. De ça, vous en gardez quel souvenir, Bernard? Très bon. Très bon, hein. Tiens, j'habitais les 3 fenêtres du haut, à gauche, là. Oui, bon, ben voilà. On n'était que 4. Bon, la salle de bain, c'était une cuvette dans l'évier. Mais bon, on passait chacun notre tour. Et voilà mon renard, vous voyez. Nous, on n'avait pas les moyens de s'acheter un chien, mais j'ai trouvé un renard dans la forêt d'Ermenonville, et j'ai fait 9 ans avec lui. Déjà un peu différent, Bernard, si je peux me permettre. Ah ouais, ça, j'ai pas eu le pot. Hein. Et dans cette enfance-là, est-ce que vous sentiez à ce moment-là qu'une autre vie était possible? Ah, j'étais convaincu. D'abord, j'ai frôlé la mort parce que j'ai eu une mastoïdite à 2 ans et demi. Ouais. Moi, je suis un des rares qui doit quelque chose aux Allemands, puisque ce sont les Allemands qui occupaient, qui m'ont opéré. Ils m'ont fait un trou dans la tête, ce qui explique beaucoup de choses, et ils m'ont soigné de ma mastoïdite. Et donc, quand vous réchappez, au fur et à mesure que vous êtes conscient de ça, vous n'avez plus du tout la même vision de la vie que si vous n'avez jamais connu de coup dur. Ça vous relativise les choses. Mmh. Et là, c'est mon petit frère avec sa casquette, mon renard et moi. Voilà. Et pas donc, belle l'image? Elle est magnifique. Et à ce moment-là, vous saviez qu'une autre vie était possible? Oui. Parce que d'abord, j'habitais dans ce qu'on appelle la banlieue rouge, la banlieue communiste de l'époque, qui vivait et qui organisait la vie des citoyens, c'est-à-dire on privilégie la culture, le sport, etc. Moi, ma journée, mon frère pareil, c'était les cours jusqu'à 4h15, puis il y avait 2 heures de sport tous les jours et 1 heure de musique. Moi, c'était du violon, mon frère, c'était du piano. On baignait dans une non-culture, mais on avait tout ouvert pour s'attacher à des choses importantes dans l'art et dans le sport. Au Bourget, donc, dans ces 20 mètres carrés, vous y êtes retourné pour une émission de télévision. Les coulisses du destin, regardez. C'est là où vous habitiez, donc, Bernard? Ouais. À l'étage, hein. Voilà. Ces 3 fenêtres-là. 3 fenêtres, 20 mètres carrés. C'était pas mal. Pas mal. Vous, votre mère, votre frère? Mon frère et moi. Voilà. Les toilettes sur le palier? Ah non, 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 pas sur le palier, dans la cour. Dans la cour? Voilà, ça, c'était la chambre principale. C'est là qu'il y avait mes parents. Et puis là, c'était ma chambre et celle de mon frère. Comme on ne pouvait pas passer avec 2 lits, mon père avait fait un truc avec 2 lits jumeaux, l'un sur l'autre. Donc, dans la journée, maman rentrait le lit en dessous. Et puis, le soir, on ne pouvait plus bouger parce qu'on sortait les 2. Mais c'était bien, j'avais plein de potes, on jouait au foot, on était... vous n'imaginez pas. Au foot, et donc... Au stade. Cette maison-là est à 200 mètres du stade municipal, où on faisait, mon frère du foot, moi du handball, de la natation tous les 2. C'était du sport de compétition. Hein. Ah déjà, la compète, évidemment. Ah oui, oui. Et notamment du violon. Vous obtenez même le second prix de violon. On va vous remettre cette récompense dans la prestigieuse salle Gaveau. Ce qui me frappe, c'est que depuis toutes ces années, vous l'ayez gardé, ce diplôme. Il représente quelque chose, manifestement, à vos yeux. C'est mes parents. Quand ils sont morts, on a récupéré tout ça. Avec mon frère, on s'est partagé ce qui était là. Mais ça a été incroyable. On retrouvait des trucs qu'ils avaient gardés. Et bon, voilà, parmi ça, il y avait mon diplôme. Est-ce qu'on peut dire que de cette banlieue est née une forme de revanche sociale? Non. Pourtant, notre psy, Christine Ulivucci, quand on lui soumet des photos, elle les décrypte et elle y voit une forme de revanche sociale. Elle a soumis 2 photos que vous nous avez données et elle voit ça, peut-être à tort. Alors regardez. Ce qui est révélateur sur ces 2 photos de jeunesse de Bernard Tapie, ce sont les prémices d'un homme hors norme et hors case. Sur une photo d'enfance, on voit le jeune garçon hissé sur le marchepied à l'avant de la voiture, le bras et le poing levés, dans une posture haute et relativement décontractée par rapport à celle de son père. Sur une photo prise au service militaire, il symbolise celui qui sort du rang, qui regarde ailleurs et prend une direction autre que celle du cadre imposé. Or, le premier cadre dans lequel chacun se trouve obligé de s'inscrire, c'est celui de sa famille et de son milieu social d'origine. Ce positionnement empreint de révolte et de refus de la soumission apparaît annonciateur d'un parcours hors norme pour sortir de la place assignée. Vous souscrivez ou alors... Écoutez, comme je suis poli, je ne vais pas vous commenter ça parce que prendre une photo à l'instant T où j'ai la tête comme ça, vous auriez pu en prendre une
où j'étais en train de me gratter quelque part, et je ne sais pas ce que vous auriez décidé. Sauf que vous-même vous dites, et vous écrivez dans Librement, là où on voulait me maintenir, je n'y suis jamais resté. Les lieux qu'on voulait m'interdire, je n'ai cessé d'y pénétrer. Rebelle, insurgé, impertinent, insoumis, inclassable et mal élevé, j'ai toujours refusé aux autres le droit de décider de ma vie. Et ça s'appelle pas une revanche. Ça s'appelle quoi? Rien, ça s'appelle le constat que je vous ai dit, le constat qui fait que l'armée, par exemple, j'y suis rentré, et pour tout vous dire, c'est peut-être à l'armée que je dois tout. Le seul moment dans l'existence où un être qui vienne de l'avenue des Champs-Élysées ou d'une banlieue pourrie, le seul moment où il est avec des potes de son âge, il est coiffé pareil, c'est-à-dire comme un con, il est habillé pareil, encore plus con, il bouffe la même merde, mais il vit ensemble et il y a des épreuves ensemble. D'un seul coup, vous prenez conscience que la barre, elle a été placée là par hasard, mais qu'elle n'est pas inaccessible ici, et c'est ce qu'on appelle le concept de l'ambition. J'ai compris qu'il n'y avait pas de raison de ne pas avoir d'ambition, et que l'ambition, c'était pas un défaut. C'est pas de marcher sur les têtes, c'est pas d'être le plus fort, c'est pas un match pour la puissance, c'est simplement arriver à se réaliser. À l'armée, vous aviez déjà fait vos études d'ingénieur, puisque vous aviez déjà la volonté de faire d'une certaine manière exploser le plafond de verre du déterminisme social. Alors, je vais vous faire un aveu, ça c'était vraiment pour faire plaisir à mon père. Mon père, qui était un manuel, il rêvait d'avoir un fils qui allait monter comme ça. Et j'ai fait l'école d'officier exactement pour les mêmes raisons. Mais donc, il y avait l'envie, d'une certaine manière, de la reconnaissance du père, notamment dans les études. Votre fils Laurent nous dit ça. Son père était son contraire. Il avait des valeurs fortes d'ancien communiste, donc un rapport méfiant à l'argent. C'était quelqu'un de très rigide, qui ne montrait jamais le moindre signe de fierté. Ça a été l'un de ses moteurs. Il a cherché à épater son père tout le temps. À le séduire. Et il a eu l'impression de ne jamais réussir ça. Vous vouliez séduire votre père et qu'il soit fier de vous. Non, l'épater. Et j'ai réussi. Vous savez comment il finit, mon père ? Il se met à son compte à 58 ans. Il fait une petite entreprise de frigoriste, grâce à ce qu'il savait faire, grâce au coup de main et grâce à mon frère. Et il est devenu chef d'entreprise. On lui a donné l'envie à lui aussi, au moment où il ne pouvait pas se douter qu'il avait ce talent-là. Il avait un talent incroyable, incroyable. Vous lui donniez un bout de bois, un bout de machin, il faisait une table, il faisait un lit, enfin bref. Et il vous l'a dit, votre père, que vous l'épatiez finalement ? Mais non, il avait de la pudeur. Comme vous, en fait, Bernard. Il avait de la pudeur. C'était un mec qui venait de l'Ariège, un pays très dur. Je vais vous dire une anecdote qui est terrible, mais qui est une belle histoire. Racontez. Ces deux-là, ils se sont aimés toute leur vie. Ma maman est morte à 93, lui, il est mort à 90. On leur a fait une fin de vie qui était méritée. Mon père n'a jamais dit à ma mère, une fois, des choses très gentilles. Parce qu'il ne savait pas le faire. Et ma maman, elle n'en portait pas ombrage, puisqu'elle savait qu'il l'adorait, il faisait tout pour elle, mais il avait cette tendresse physique, mais il n'avait pas la tendresse des mots, du langage et des apparences. Et ils sont à Marseille, dans l'appartement qu'ils ont, et ils ont des amis, ils sont en train de boire un verre. Et à un moment, mon papa prend son verre, et il dit à ses amis, vous savez, j'ai eu une femme formidable. Et il meurt. Il est mort dans la seconde qu'a suivi le seul et unique compliment qu'il a fait à ma mère. Voilà. C'est voilà. Et vous, quand vous avez su qu'il regroupait tous les articles qui vous concernaient en cachette Mais on l'a su quand ils sont morts. Oui, on a découvert des cassettes, des trucs. Ils ont tout gardé, c'était... Allez, ils sont plus là. Vous pouvez me raconter, quand vous êtes devenu riche, puisqu'on parle de vos parents et on a bien vu d'où vous venez, le sentiment un peu de culpabilité que vous avez eu par rapport au fait de gagner beaucoup d'argent par rapport à ce milieu-là. Vous-même, vous l'avez raconté. Il m'arrive d'avoir un gros sentiment de culpabilité, car je suis sûr que si mon grand-père, qui était militant au point de risquer sa vie pour ses idées, avait eu mes qualités, il ne les aurait pas mises une seule minute à son profit personnel, et donc je ne pense pas qu'il serait fier de moi. Il y a une distinction à faire entre mon grand-père, qui était un militant communiste, qui se battait pour des idées qu'il croyait bonnes. Elles n'étaient pas bonnes, ces idées, mais il les croyait bonnes. Et par conséquent, j'étais en flagrant délit d'être le contraire de ce qu'il aurait voulu que je sois, mais pas du tout mon père, ni ma mère, ni mes oncles. D'accord. Hein ?
Et vous, cet argent décomplexé d'une certaine manière, qui n'est pas une critique, c'est un constat, ça n'a jamais été un sujet pour vous. Vous l'avez dit, mon unité de mesure, pendant longtemps, ça a été l'argent. Non, mon unité de mesure, c'était par rapport à mes entreprises, l'argent. C'est pas par rapport à moi, ni à ce que j'en faisais. Simplement, si vous gagnez beaucoup d'argent, c'est que vos entreprises sont florissantes, c'est que vous doublez. Ouais, je vais vous faire une confidence. L'année dernière, la Provence, je les ai rachetés l'année d'avant, a perdu 7 millions d'euros. Hein ? Cette année, ils viennent de gagner en exploitation plus de 3 millions d'euros. Donc c'est ça qui vous fait avancer, le fait de Mais gagner, pas que mais ça, pas l'argent, c'est le fait de réussir. C'est le fait d'avoir des mecs à qui on garantit un emploi sûr parce que la boutique, elle marche. Voilà. Le fil conducteur de votre vie, c'est qu'on vient vous chercher à chaque fois pour chaque domaine d'activité qui est le vôtre. On va voir tout à l'heure pour la politique, on va voir pour l'art, mais le tout début de votre métier de chef d'entreprise qui rachète des entreprises pour les redresser, on est venu vous chercher pour ça. Vous avez à peine 35 ans, on est en 77, et vous vous lancez à votre propre compte dans le rachat d'entreprises en dépôt de bilan, parce que une femme qui tenait une papeterie, quand son mari est mort, elle est venue vous dire... Je vous la vends à crédit, vous me paierez quand vous aurez l'argent. Et ça démarre comme ça pour vous? Ouais. Et à la suite de ça, j'en ai pris une deuxième, troisième, quatrième. Puis à la suite de ça, il y avait La Vie Claire, Terraillon, Vonder, les actions de TF1. Le Ski Look, l'équipementier de Ski Look. Ouais. Et comment ça a été possible, ça? Vous arrivez à 35 000 salariés, à un moment donné. Comment ça a été possible, hein? Comment ça a été possible? Carnot, il est parti d'une maison qui faisait des appartements en Haute-Savoie et qui est devenu un des plus grands industriels de la Terre. Dans la même période. Ou M. Pinault, qui n'est pas né le patron qu'il est devenu, ou M. Niel aujourd'hui, ce sont des gens qui savent mettre leur talent au service de leur entreprise. C'est exactement ma question. Et qui la développent. C'est quoi votre talent pour pouvoir réussir ça d'après vous? Par exemple, j'arrive chez Look, ils font des fixations de ski, et malheureusement, le ski, c'est 6 mois par an. Donc, comme ils travaillent 6 mois par an à vendre et qu'il faut nourrir des gens pendant un an, ben, petit à petit, ils arrivent, ils sont au bord du dépôt de bilan et ils sont à l'agonie. Et puis, Tapi arrive, il regarde, il fait une étude, puis il dit, regardez, c'est drôle, mais les fixations de ski anciennes ressemblent aux anciennes pédales de vélo. Ah oui? Et alors, pourquoi on ne fait pas les pédales de vélo comme on a fait les fixations de ski, c'est-à-dire automatiques, sans courroie? Mais vous vous rendez compte? Non, je ne me rends pas compte. Essayez. Ils ont essayé, on est numéro 1 aujourd'hui des accessoires cycles en termes de pédales et autres. Voilà. C'est quoi? C'est d'arriver à avoir le talent de savoir ce qu'il faut faire dans une entreprise qui ne marche pas. Adidas perdait 2 milliards par an. Et Nike gagnait 2 milliards. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils fabriquaient des produits qui correspondaient au goût des gens et parce qu'ils les fabriquaient malheureusement dans les pays asiatiques à moindre coût, et nous, on les fabriquait en Europe. J'ai pris le directeur du marketing de chez Nike, je l'ai débauché, il s'est mis à fabriquer des chaussures, des maillots, des survêtements comme il les fabriquait à l'époque chez Nike, et puis on a tout restructuré, et puis ça gagne 2 milliards quelques mois après. Et comment le petit gars du Bourget, qui à un moment donné dirige 35 000 salariés, le vit? C'est pas arrivé en 24 heures. C'est ce que je voudrais comprendre. Hein, ça s'est fait au fur et à mesure. On est parti d'1, 2, 3, 5, 12, 20. Voilà. Et à chaque fois, en recrutant des gens qui étaient à la hauteur, on ne s'est pas toujours réussi sur la première année, mais en général, on réussissait sur la deuxième. Toutes ces boîtes avaient un actif énorme. Et à l'époque, c'était la mode de dire que les canards boiteux, il fallait les laisser mourir. Or, quand c'était des marques comme ça, si vous n'étiez pas trop trompé sur le marché à venir, ces marques ne meurent pas. Simplement, elles évoluent. Qui pensait à l'époque, c'était il y a donc 30 ans, que le bio dans l'alimentation prendrait la place qu'elle a aujourd'hui? Eh bien, quand j'ai repris La Vie Claire, qui était morte, tout le monde m'a dit « Mais t'es fou, tu te trompes ». Eh bien, voilà, c'est aussi un peu ça le talent. C'est de ne pas se tromper sur ses cibles et puis savoir trouver les mesures qu'il faut faire pour les redresser. Enfin, voilà, l'entreprise, c'est plus mon métier, sauf dans la presse. Et ça ne le sera plus jamais? Ah ben non, sauf à partir de la presse. En tout cas, vous l'avez personnalisé, ce groupe, jusqu'à en faire la pub d'une des marques. C'était il y a des années, c'était en 86, c'était il y a 30 ans. Bernard Tapie qui défendait l'une de ses entreprises, il mouillait la chemise, ça donnait ça.
Qu'est-ce qui fait marcher Tapi? 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 Mais qu'est-ce qui vous fait marcher? Moi, je marche à la Vendère. Alcaline Vendère, plus 40% de durée. Et ce qui compte, c'est le clin d'œil. Ça, c'était symboliquement un moyen d'abord de faire connaître la publicité à peu près 10 à 12 fois plus que si ça avait été un acteur inconnu. Deuxièmement, parce que symboliquement, déjà à cette époque, tellement avait envie de le voir ouvrir, que j'ai trouvé drôle de me mettre en scène avec la faculté de retirer la pile et il crève. Et pour quand même au dernier moment pas leur faire plaisir jusqu'au bout, le petit clin d'œil qui leur dit « je suis pas mort ». Ce modèle de réussite, vous l'avez donc incarné jusqu'à la pub, mais vous avez fait des écoles. En 86, vous créez l'école de commerce pour les jeunes en difficulté. Vous écrivez le livre « Gagner » sur les secrets de votre réussite. Il y a évidemment Ambition. Et puis il y a un moment culminant, ça se passe avec Anne Sinclair, au Palais des Congrès. Il y a un show, Tapi, un battant, un modèle. On est en 1985. Des jeunes étudiants viennent écouter le modèle Tapi. Même le périphérique est saturé, puisqu'il y a 10 000 jeunes qui arrivent de la France entière pour voir comment Tapi réussit. Regardez. Paris, Palais des Congrès, mardi 30 avril 1985. Bernard Tapie est à l'affiche. 10 000 jeunes se pressent aux portes. Vous avez bien entendu, 10 000. Il a fallu faire 2 séances, comme au cinéma. Tapie se donne en spectacle, ou plutôt, il donne en spectacle sa réussite, le mot clé de toute l'affaire. Les jeunes qui viennent l'écouter ne viennent pas chercher des idées nouvelles. Ils viennent chercher simplement la confirmation que c'est possible. Quand vous voyez ces images, Bernard, quel est l'état d'esprit du moment? C'est pas ces images-là qui me touchent, c'est le fait de croiser en permanence. Il se passe pas une semaine sans qu'il y ait dans l'avion ou dans un train ou dans un restaurant un type de 45-50 ans qui se lève et qui me dit « Vous savez que je me suis lancé dans le monde des affaires en voyant les images de vos émissions Ambition, parce que ça m'a donné envie. » Et des patrons, je peux vous dire, parmi les plus à la mode en ce moment. Donc ça me fait plaisir parce que ça veut dire que la vocation de chef d'entreprise et d'entrepreneur, elle était morte quand Mitterrand m'a proposé de faire une émission comme celle-là. Quand Mitterrand vous a proposé de faire une émission comme celle-là, c'est Mitterrand qui vient vous chercher? Il avait regardé une émission qui s'appelait Vive la crise, qui était animée par Yves Montand, et j'étais le chef d'entreprise à la mode, donc, machin. Et il avait eu vraiment un coup en disant c'est ce type-là qui doit parler de l'entreprise sur les chaînes de télé pour modifier l'état d'esprit qu'on a sur les entrepreneurs. Et moi, voilà, j'étais un peu différent. Donc il vous passe un coup de fil? Et non, il est passé par Monsieur Attali, qui m'a fait venir. Ils ont convoqué Bourges, le patron de TF1, pour lui demander s'il serait d'accord pour faire une émission. Et voilà comment est née Ambition. On peut dire que Mitterrand avait une forme de fascination pour ce que vous représentiez, la réussite partie de rien. C'est quoi? C'est pas la réussite qui le fascinait, c'était le parcours. La réussite, il a connu des gens qui ont fait des réussites 100 fois supérieures à la mienne. Non, mais le parcours. Le parcours, oui, parce que c'est vrai que c'est quand même un monde où, en partant de que dalle, tout est compliqué. Et donc, voilà, il avait cette forme de reconnaissance et d'admiration. Il y a quelqu'un qui est déterminant dans votre rencontre avec Mitterrand, c'est Séguéla. Ben, c'est lui qui me le présente d'abord. On va lui demander dans quelles conditions. Jacques Séguéla est avec nous. Bonsoir Jacques. Bonsoir. C'est vous qui êtes le trait d'union entre Tapi, entrepreneur, J'ai eu cette chance. et Mitterrand. Ça se passe comment, Jacques? Ben Bernard me dit, je vais faire de la politique. Je dis, Bernard, ce sont des crocodiles. Fais très attention. Il dit, oui, mais j'ai quelque chose à apporter à la France. Et ce qui m'intéresse, ce sont les Français et de me battre pour la France. Parce que l'on ne dit pas assez sur Bernard Tapie, c'est qu'il aime profondément la France. Il n'a jamais d'ailleurs quitté la France, alors que tout le monde le lui conseillait à un moment donné. Et il me dit, écoute, avant d'entrer dans la politique, je voudrais que tu me présentes Giscard d'Estaing et Mitterrand. Organise-moi 2 dîners chez toi. Moi, j'ai la chance de connaître Giscard d'Estaing, et donc je l'invite, et Bernard est là, et j'assiste à un numéro incroyable, parce que, je me souviens, ils étaient tous les deux debout devant la cheminée, et Giscard d'Estaing commence à parler d'économie,
Et Bernard lui dit, pardon, Monsieur le Président, je vous coupe. Et il commence une phrase qui va durer 2 heures, où il fait une sorte de leçon d'économie à Valéry Giscard d'Estaing, pourtant le maître en la matière. Et je voyais Giscard d'Estaing totalement subjugué. Quelques jours après a lieu un déjeuner à la maison avec François Mitterrand. François Mitterrand, tout son entourage lui déconseillait ce déjeuner avec Bernard Tapie. Et moi, je lui disais, Monsieur le Président, vous ne risquez rien, il va rentrer en politique, il veut vous voir, vous ne pouvez pas passer à côté de cette tornade blanche. Et j'arrive à le décider. Il dit, mais vous savez, je viendrai 45 minutes. Dites bien à votre ami Bernard que je suis très occupé. Donc j'arrive à 1h, je pars à 2h, Monsieur le Président... Le président est arrivé un peu en retard, comme d'habitude. Et puis, là aussi, il y a une sorte de coup de foudre. Mais autant le coup de foudre de Giscard était un coup de foudre où Bernard l'a subjugué, autant là, il y a eu une sorte de double fascination. Comme les vrais coups de foudre, d'ailleurs. Et pour la première fois de ma vie, j'en avais fait des déjeuners avec le président Mitterrand et ses disciples, je l'ai vu subjugué. Ils ont parlé de la France, parlé de la politique. Et le président s'est levé à 4 heures de l'après-midi. Donc ça n'a pas été 45 minutes. Ça a été 3 heures de déjeuner. Ça a été 3 heures de déjeuner. Et après, j'ai eu aussi souvent des déjeuners à l'Élysée avec François Mitterrand et ses ministres. Et je voyais les ministres patibulaires qui commençaient à détester Bernard, qui étaient fous de jalousie de cet amour qui a duré jusqu'au bout. Parce que je n'ai pas vu une seule fois François Mitterrand qui me dise « Et votre ami Tapie, que devient-il, que fait-il » Et il l'a soutenu jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'il savait que c'était cette race de politique qu'il fallait et non pas ceux qui l'entouraient. Parce qu'il avait compris la modernité de la communication dans la publicité, mais pas de la communication, de savoir prendre les sujets à bras-le-corps, de savoir les habiter et de savoir faire passer les messages. Parce que si on ne fait pas passer les messages, l'action ne peut pas suivre. Mitterrand vous nomme ministre de la Ville, on se souvient, entre 92 et 93. On va voir les images du premier Conseil des ministres, par exemple. Regardez. Ah là là, je flippe, hein. Vous vous sentez comment, vous, là-dedans ? Je me sens comme un bébé qui vient de naître. Je suis à côté de types et de femmes qui sont fantastiques. D'ailleurs, si vous regardez le tour de table de l'époque et vous le regardez aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi ça marche plus aujourd'hui et pourquoi ça marchait un peu à peu près à l'époque. Bernard Kouchner, qui était ministre de la Santé à l'époque, votre ami, il nous confie, après son premier Conseil des ministres, je lui ai fait passer un petit mot en lui disant « Tu as été trop long, tu t'es fait détester, le Conseil des ministres, c'est une caisse d'enregistrement, mais ce n'est pas un endroit où on fait son show, il y avait un rituel à respecter. » Il m'a même pas dit ça. Il m'a dit, il te restait quelques amis, tu les as tous perdus. Et je les ai encore. Simplement parce que j'étais sur le cul de voir comment se passait le Conseil des ministres. C'était pour moi le Conseil des ministres. Vous vous rendez compte ce que c'est ? C'est là où toutes les matières grises censées défendre l'intérêt de la France et les Français se trouvent. Et je vois le président qui ouvre son agenda, l'objet du jour, à monsieur le ministre de la Défense. Alors le ministre de la Défense, il ouvre son livre et il lit pendant 25 minutes la note de son directeur de cabinet. Évidemment, personne n'écoute. Et les ministres se passent des mots dans des enveloppes. Comme ça. Alors évidemment, celui qui a le mot à passer à celui-là, il fait tout le tour. On ne demande pas au président de passer le mot. Je suis sur le cul de ce que je vois. Je dis, mais comment c'est possible ? Et donc, quand c'est à moi, je ferme le cahier fort pour qu'on entende bien que je le ferme. Et je fais, c'est vrai, 25 minutes sans papier. Et quand on parle sans papier, on ne parle pas pareil que quand il y a un papier. Mitterrand apprécie. Quand il m'entend, qu'il me regarde, il ferme le stylo. Et quand on ferme le stylo, il n'y a plus un petit mot qui passe. Et donc à la fin, c'est vrai que j'ai fait mon numéro, mais Kouchner m'a dit, il te restait quelques amis, tu les as paumés. Voilà. Mais il faut dire que les mots qui se passent, c'est des trucs très importants, hein. Attention. C'est un ministre qui dit, par exemple, au ministre de l'Énergie, ma belle-sœur travaille à Air France à Aix-les-Bains, est-ce que tu peux te démerder pour la faire aller à la Courneuve ? Enfin, oui. Les petits mots qui se passent, c'est ça. Alors, je ne sais pas ce que c'est maintenant. Mais je vous parle de ce que j'ai connu. Mitterrand, qui est donc assez fasciné par votre parcours, c'était quoi votre relation avec lui ? Il y avait une relation de séduction, d'une certaine manière ? Mais non, pas du tout. J'étais un interlocuteur qui était, pour lui, nouveau. Voilà. Simplement, il découvrait avec moi des choses qu'il ne connaissait pas. Et vous, avec lui, qu'est-ce qu'il représentait pour vous ? Dans votre livre, Librement, vous dites il était petit,
avec un maintien modeste, et pourtant on sentait face à lui qu'on était face à un grand. Je ne me suis jamais départi de cette impression bizarre d'être un élève devant son maître. D'être un nain. Parce qu'à la fin de chaque Conseil des ministres, le président prend la parole sur un sujet d'actualité ou sur un sujet important. Et là, vous voyez, il prenait la parole et ça faisait comme ça. Vous voyez? Ouais, il décollait et nous, on revenait sur Terre. Voilà, parce que c'est des hommes exceptionnels. Vous dites c'est des hommes, mais c'est le seul qui vous a impressionné comme ça? On a un peu l'impression... Non, là-bas, il y en avait plein. Il y en avait plein? Attendez, il y avait des hommes d'État qui étaient de très, très, très grands hommes d'État. Joxe, c'était un homme énorme. Fabius, énorme. Rocard, énorme. Non, croyez-moi, il y avait vraiment du monde. Jacques Séguéla, vous êtes resté avec nous. Ce qu'on n'a pas encore dit, on avait amorcé ça tout à l'heure, quand Bernard a repris la première entreprise donc, de papeterie, c'est que c'est Mitterrand qui allait le chercher pour lui demander d'aller se présenter dans les Bouches-du-Rhône. Ah oui. Pratiquement toutes les semaines, Mitterrand me parlait de Bernard. Et donc, il a voulu le mettre à l'épreuve du feu, dans un combat pratiquement ingagnable, pour en faire un exemple. Et il ne s'est pas trompé parce que l'exemple a été réussi. Mais quand il l'envoie là-bas, Jacques... C'est Le Pen. Il y a Le Pen, évidemment, mais quand il l'envoie là-bas... Non, c'est pas évidemment, pardonnez-moi. Non, mais c'est pour ça qu'il m'envoie là-bas. Mais je sais bien, mais quand il l'envoie là-bas, pensant qu'il va se faire bouffer ou Pas pensant du qu'il tout, va gagner? Pas du tout. En pensant qu'il va gagner, parce qu'il a confiance en lui, et que ce sera un exemple pour la suite, puisque personne n'osait se frotter à Le Pen, et qu'il trouvait que le principal candidat voyait un peu le match gagné avant de commencer, et qu'il voulait réveiller tout ça. Et vous, Bernard, d'y aller? Le problème, c'est que il m'appelle pour me dire Le Pen est en situation d'être député à Marseille. Les sondages montrent qu'il est en avance, et évidemment, c'est très dangereux. Vous êtes très populaire à Marseille, c'était en 88. Vous êtes très populaire à Marseille, la gauche était à l'agonie, et il faut que vous nous aidiez à gagner Marseille. Et je lui dis, faites-moi confiance, je ferai les meetings, etc. Et il me dit un truc auquel je ne pensais pas, le testimonial en politique, ça pèse rien, il faut avoir un dossard. Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il faut que vous vous présentiez vous-même, avec un dossard. Et il m'ajoute tout de suite derrière, mais soyez tranquille, Peset, il n'a pas envie de vous voir arriver dans le Midi, donc il va vous filer une circonscription ingagnable. Et au manque de peau, je l'ai gagné. Et c'est parti comme ça. Et s'il ne la gagne pas, je ne fais pas de politique. Et aujourd'hui, je serai l'homme le plus heureux du monde. Alors là-dessus, justement, c'est ce que dit votre femme. Elle dit toutes les emmerdes qui lui sont bien arrivées, sûr. Ah c'est bah, la politique. Hein. C'est terrible. Mais pourquoi c'est la politique qui entraîne les emmerdes? Mais parce qu'ils ont tous les pouvoirs. Mais c'est pas eux qui vous envoient en prison par rapport à l'OMVA, par exemple. C'est pas la politique qui vient vous chercher là-dedans. Parce que vous connaissez le jugement, vous? J'en sais rien, je vous demande. Vous demanderez qu'on vous communique le jugement. Bon, bref, ça fait rien. C'est comme ça. Et j'aurais pas été ça, on aurait trouvé 35 kilos de cocaïne dans mon coffre. Mais la politique, ils ont cette force-là. Et c'est Vous fini, m'entendez? Ils ont cette J'entends force-là. ça, mais vous vous souvenez de cette couverture Ah, c'est fini. du Nouvel Obs, où on vous voyait en président? Alors là, ils m'ont donné le coup de grâce, là. Le jour où on a mis ma tête en une de Nouvel Obs, déguisé en président, avec le titre « L'homme qui veut être président ». Le jour où ils ont fait ça, là, ils ont signé mon arrêt de mort. Et à l'intérieur, je passe mon temps à dire non. Hein. Mais enfin... Et c'est ça qui est à l'origine, vous dites, de tout ce qui a suivi? Mais bien sûr. Mais attends, je peux vous poser une question, est-ce que vous doutez de ça? Franchement, j'en sais rien, je vous crois si vous me le dites. Non, mais vous doutez de ça ou pas? Je pense que la politique sont des tueurs. Ah non, des tueurs, non, je pense que vous avez raison. Après, voilà, mais donc voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, par exemple, maire de Marseille, tout ce qu'on... Mais plus rien, mais même pas en rêve, jamais plus rien. Et là-dessus, vous le croyez, Jacques, quand il dit ça? Mais bien sûr, Bien sûr. Je le crois plus que ça. Merci beaucoup, Jacques Séguéla. Donc la politique, vous dites, vous a amené dans le gouffre. Ce qui vous a sorti du gouffre, ça a été la dimension d'artiste. Lelouch, il m'a sauvé la vie. C'est mon sauveur. Je l'aime pour l'éternité. Et votre sauveur, vous dites? Ah oui. Pourquoi? Parce que je peux plus rien faire. Ils m'ont coupé le zizi, ils m'ont coupé le sifflet, ils m'ont coupé tout ce qui pouvait faire de moi un homme qui puisse être à la fois heureux, épanoui et rentable. Et il m'appelle. Et il me dit, tu te souviens que tu n'as pas voulu faire avec Lino Ventura, Charles Denner et Jacques Brel? L'aventure, c'est l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. Effectivement, 25 ans avant, il m'avait vu faire une conférence et il m'avait envoyé Charles Gérard pour me dire « Est-ce que ça vous intéresse de faire du cinéma? Vous seriez avocat. Parce que vous avez une telle machin, il faut que vous... » Alors j'ai dit, j'en parle à ma femme. Ma femme me dit « Pourquoi pas ?» Et je dis oui, sauf que au moment de signer le contrat, 15 jours après, il me dit que ça dure 7 mois de tournage en Amérique latine. Ben, je lui dis « Je suis désolé, mais j'ai du boulot et j'ai pas envie de devenir acteur professionnel. » Bon, il me dit que je suis vraiment le roi des cons, mais bon, peu importe.
Et quand il a vu dans les journaux tout ce qui se passait, il m'appelle et il me dit « Dis-moi, j'ai vu que tu pouvais plus... Et du cinéma, est-ce que tu as le droit d'en faire ?» Ben, je lui dis « Oui, ça, c'est pas interdit. » Et si on faisait le film que tu n'as pas voulu faire il y a 25 ans? Ah ben, je lui dis « Je serais partant. » Et voilà comment j'ai changé de métier. Homme-femme, mode d'emploi, donc et à ce j'ai moment-là. commencé là, et après, ça a été le théâtre, enfin, bref. Et ça explique quoi de vous, le fait que vous renaissez dans un métier archi-public comme ça, où il y a eu tout Ça n'a rien à voir. Bah non, mais c'est pas pour avoir un lien avec le public que j'ai fait du cinéma, c'est pour survivre. Pour survivre, vous dites. Mais quand je peux plus rien faire, je fais quoi? Vous pourriez profiter tranquillement de la vie, non? Mais je peux plus rien faire. Ils m'ont tout saisi. Ils m'ont tout saisi pour me liquider. Et j'ai plus le droit de faire d'affaires, et j'ai plus le droit de faire de politique, et j'ai plus le droit de faire de sport. Je fais quoi? Je vais à la soupe populaire? Vous allez chanter, notamment avec Doc Gynéco, et on voit qu'il y a un certain recul, où il y a un petit côté, je vous fais un tout petit bras d'honneur. Je vais faire l'artiste. Mais il n'y a pas de bras d'honneur. Il y a un mec qui est ravi de bosser dans un métier nouveau dans lequel je me régale. Et ça donne ça, avec notamment Doc Gynéco. Et je me suis régalé. Dis Bruno, à ton avis, qu'est-ce qu'on vient foutre ici? Engraisser des banquiers qui sur nos vies font des crédits. Dis Bruno, qu'est-ce qu'on peut foutre ici? Balancer la vérité, risquer nos vies à la télé. Alors, putain, dis-moi, ce match, on te l'a vendu? Mais tu rigoles, je les aime, à Valenciennes. À l'ancienne, j'ai rangé mon jeu de frappe et ma pince, mon seigneur. Acceptez cette prière, elle vient du cœur. Et quoi qu'il arrive sur la planète Terre, dans le foot, les affaires, le rap, les ministères, c'est toujours Le gangster. qui contrôle l'affaire, qui contrôle l'affaire. Il y a un deuxième, voire un troisième degré. Oh, il y en a plus que ça. Voilà. Sophie, qui était avec nous tout à l'heure, elle nous a dit « Mon père, c'est un pianiste. Si tu lui coupes pas les mains, il continue à jouer. Si tu lui enlèves son piano, il en trouvera un autre. » Le côté touché, mais jamais coulé, d'une certaine manière. Eh ben, c'est la force des gens créatifs. Il y a eu le théâtre aussi, puisque après le film de Lelouch, Michael Douglas vous remarque. Il vous confie le rôle de Jack Nicholson pour l'adaptation en français au théâtre de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et là, on découvre un Bernard Tapie alors, assez différent de celui qu'on connaît. Ah tout va bien, je te dis. Laisse aller, ça va. Oh, vous me mettez de la gomina. Alors là, ne me regardez pas, vous allez craquer. Et je suis mieux qu'Iglesias avec la gomina. Papa! Si aujourd'hui tu redeviens grand, Brondel, dis-leur que t'es le grand chef Brondel. Je suis le grand chef Brondel. Arrête un peu de l'énerver, toi. Arrête, ça fout les glandes, hein. Tiens, comme ça, au moins, tu pourras fermer ta gueule. Prêt, monsieur? Sans commentaire. Le commentaire de Thomas Le Douarec, qui a mis en scène la pièce. Il est à sa place sur scène, il aime cette sensation d'être pris dans une tempête. Il n'a pas peur du danger, il a cette énorme qualité, il n'a pas peur de la mort. C'est là où il puise sa force. Il n'a pas peur de l'échec, de se tromper, il n'a peur de rien, et du coup, ça marche. Vous savez, la mort, hein. D'abord, il y en a qui considèrent la fréquenter ou la croiser. Moi, j'ai pas l'impression, hein, parce que, en fait, tant que vous êtes là, elle n'arrive pas, elle n'est pas là, hein. Et puis le jour où elle est là, vous y êtes plus. Alors, bon, on se croisera pas. Alors après, j'ai ma croyance, ma foi, bon. Elle regarde que moi, mais elle me permet de pas avoir peur d'elle. Vous dites ma croyance, ma foi, ça justement au cinéma, finalement vous en avez parlé indirectement, puisque dans le fameux film Homme-Femme, mode d'emploi, vous êtes à un moment donné avec Fabrice Lucchini, c'est une scène qui paraît-il est improvisée de Claude Lelouch comme il fait souvent, et ça donne ça. Si vous en parlez pas, vous l'évoquez à ce moment-là. C'est cette fameuse idée, vous savez, l'idée de Pascal, quoi. Vous connaissez l'idée qu'il faudrait faire les gestes de la foi, et en faisant les gestes, en gros, en faisant les gestes, la foi viendrait. J'aime pas Pascal. J'aime pas Pascal. J'aime pas Pascal. Moi, je suis un marchand. Cette règle du commerce pour un marchand, c'est formidable. J'échange. Mais la règle du pari, c'est un échange que j'accepte pas. Je crois pas en Dieu parce que j'ai intérêt à croire en Dieu.
Ça me dépasse. C'est le seul moment où on n'a pas le droit d'attendre un échange ou de le faire par intérêt. Donc, il me déplaît. Oh là là. Vous dépassez Pascal. Je dépasse pas, mais je dis qu'il a tort de considérer qu'on peut croire en Dieu sous la forme d'un pari. Du pari au tiercé, pari pas sur Dieu. Vous dépassez Pascal. C'est énorme. Je dépasse pas. Je renonce à croire que sa théorie est bonne. Et si t'es marchand, tu peux pas l'accepter. Ben voilà, tout est dit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une relation directe à Dieu, puisque vous l'avez raconté, ça pour le coup, petit, vous vouliez aller au catéchisme. Quand vous avez vu ce que c'était, vous avez fui. Et aujourd'hui, vous n'avez pas besoin des hommes d'église pour avoir votre relation à Dieu. J'ai commencé à avoir des relations avec lui parce que je jouais du violon dans les églises. En banlieue, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où on pouvait jouer du violon. On pouvait l'apprendre, mais on ne pouvait pas. Et je ne l'explique pas parce que ça ne s'explique pas, comme l'amour. Ceux qui ont la foi, qui croient en Dieu, ils y croient parce que c'est une évidence et qu'il n'y a rien qui peut ébranler cette conviction. Mais on peut difficilement l'argumenter. C'est comme essayer de dire à quelqu'un qui n'a jamais aimé ce que c'est que l'amour. L'amour, bon. Et la foi, c'est quoi, alors? C'est ce qui vous a aidé dans les moments où vous étiez au plus bas? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ça, on en revient à la règle du pari, là. Non, c'est la conviction que on n'est pas seulement fait de chair et que au-dessus de ça, il y a forcément un certain nombre d'éléments qui m'amènent à penser que rien n'est totalement le fruit du hasard. Si vous voulez, ma conviction, c'est que les salauds, ils payent un jour ou l'autre, et que ceux qui ne le sont pas, ils seront considérés comme quelqu'un de pas mal. Vous avez beaucoup de choses à payer quand on viendra l'heure du jugement de... Pour l'instant, ça va. Cette foi, vous avez essayé de la transmettre à vos enfants? À aucun. Ils y croient pas. C'est pas une conversation qu'on a, et c'est pas une volonté de ma part de m'immiscer dans cette notion-là. Est-ce que vous pensez, puisque vous avez eu plein de vies, qu'il y aura une vie après? Vous savez, la fourmi, elle a un niveau d'intelligence qui lui permet de constater qu'il pleut ou qu'il fait beau, mais pas pourquoi il pleut et pourquoi il fait beau. Ouais. Voilà. Même si nous, on a la conviction qu'on est l'être le plus abouti qui soit, qu'on a une intelligence définitive, universelle, on est des tout petits êtres humains, très limités, avec une intelligence qui va évidemment dans le temps prospérer. Et si on n'est pas trop con et qu'on continue pas à foutre la terre en l'air, on connaîtra une fin différente. On dit que c'est la fin, là? Ça vous va? Ouais, c'est pas mal. On va débriefer. Vous me regardez? Ouais. Vous êtes coriace, hein? Ah ouais? J'ai accepté de venir. Je me suis plié à cette émission. Mais j'ai aussi, moi, le droit de fixer les règles limites au-delà de laquelle je ne veux pas qu'on aille. J'ai compris ça. Moi, ce que je me dis, c'est que vous êtes un grand brûlé. Même quand on touche doucement, ça vous fait super mal, en fait. Non. Je suis vraiment complètement insensible. Vous savez comment terminer? Il faut compléter une phrase pour vivre heureux, et vous devez la compléter. Pour vivre heureux? Il y a 3 petits points. Pour vivre heureux... Eh ben, mais là, on fait ce qu'on veut du moment que ça gêne personne. Et c'est ce que vous avez fait dans votre vie. Voilà. Merci Bernard Tapie. Salut.